Bien, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir cette séance, puisque le quorum est atteint. Je craignais qu'il ne le soit pas pour cette dernière séance de conseil communautaire de notre mandature. Et c'est heureux qu'il en soit ainsi et qu'on ait pu jusqu'à la fin démontrer notre capacité à faire marcher l'administration communautaire et la démocratie communautaire, ni plus ni moins. D'ailleurs, en ouverture de cette séance, je voudrais, à l'adresse de tous nos fonctionnaires communautaires, parfois décriés par leur nombre, je sais pas, pour différentes raisons. Pour ceux qui sont à l'exécutif, et pas seulement ceux-là, on sait que sans une administration de qualité, on ne sait pas avoir une politique de qualité. C'est impossible. Administration et politique vont avec. C'est Claudel qui le disait d'ailleurs, que l'important, c'est autant d'administrer que de gouverner. Et cette administration va être, moi je le dis, alors que je suis extrêmement exigeant en matière administrative et juridique, on a une administration exceptionnelle. Et l'occasion est peut-être donnée, en début de cette séance, et je vous propose de le faire avec moi, de l'applaudir. Je déclare donc la séance du Conseil communautaire ouverte. Je désigne Diosheba Erimonegui, qui est parmi nous comme secrétaire des séances, comme Benjamin. De débuter cette séance aussi en rendant hommage à l'un des nôtres. Je veux parler de Christian Guillemin, maire de la commune d'Arrotte-Charritte, et qui est décédé depuis notre dernière séance. Je vous propose que l'on se lève et qu'on respecte une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Lié à ce que je viens d'annoncer, vous dire que Iñaki Mignaberi-Garay représentera la commune d'Arrotte-Charritte aujourd'hui, à la suite donc de ce décès. Je vous propose sans plus tarder de commencer l'ordre du jour, un ordre du jour qui devrait nous amener à sortir plus tôt, et c'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir rester jusqu'au bout pour que nous puissions avoir le quorum, parce que bon, le quorum est atteint, mais il pourrait ne pas l'être si vous étiez un certain nombre à nous quitter, notamment après le budget, et donc il vaudrait mieux que vous puissiez rester jusqu'à la fin. On devrait terminer avant midi, d'après mes prévisions, mais bon, si... Oui, je suis optimiste, c'est ça. Bon, écoutez, restons-le. Tout ça, c'est pour avoir le quorum jusqu'au bout. J'essaie de vous... Merci. Bon, écoutez, je suis un naïf, vous avez bien raison, et c'est comme ça que je tiens. Premier sujet à l'ordre du jour, c'est le compte-rendu des décisions prises par le président. Vous recevez, comme chaque séance du Conseil, la liste des décisions qui ont été prises. Vous avez la possibilité de faire des observations. Vous n'avez pas fait d'observation par écrit, vous pouvez le faire en séance. Et s'il n'y en a pas, je considère que donc
vous prenez comprend acte de la présentation de ce rapport. Le rapport qui suit, c'est un avenant numéro 2, Madame Bizotta, c'est pour vous, au contrat de programme européen ELENA passé avec la Banque européenne d'investissement. C'est la dernière fois que Madame Bizotta siège au Conseil communautaire. Je ne sais pas, elle nous manquera. En tout cas, moi, elle me manquera beaucoup. Et donc, on va l'écouter pour une de ses dernières prises de parole. Merci, Monsieur le Président. C'est un avenant au programme ELENA qui subventionne sur 3 ans et à hauteur de 90% les coûts préalables à la mise en œuvre d'opérations de rénovation énergétique et de moyens de production d'électricité et ou de chaleur renouvelable. Le contrat arrivant à terme le 31 mars 2026, afin de justifier l'intégralité de l'effet de levier permettant à la CAPB de respecter ses engagements, il vous est proposé de prolonger une nouvelle fois le contrat de 9 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2026. Le Conseil communautaire est invité à approuver l'avenant correspondant et à en autoriser sa signature. Merci, Madame Bizotta. Sur ce rapport, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Plus on avance, plus on synthétise. Oui, vous avez été plus longue quelquefois. C'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 3, je le présente, c'est l'attribution de fonds de concours aux communes membres. C'est le dispositif territorial 23-26 dont il est question ici. Et je vous demande d'approuver l'attribution d'un fonds de concours de 10 674 € à la commune de Béroguin-la-Reims pour ses projets de travaux de voirie communale et de rénovation des bâtiments communaux, et d'approuver donc cet avenant avec la commune, et approuver aussi un avenant numéro 1 avec la commune de Ossas-Suard portant modification du montant attribué. Il s'agit d'augmenter les montants précédemment attribués. Pas d'abstention ni de vote contre, c'est adopté. Je suis toujours dans le rapport numéro 4 avec des fonds de concours pour la période 2019-2023 attribués aux communes membres. Alors, ça concerne l'adressage, ça concerne l'accessibilité, ça concerne les projets structurants. C'est les 3 catégories de fonds de concours que nous connaissons ici, parce que nous avons mis en place au début du mandat. Et là, il s'agit de prendre des avenants aux contributions attributives, aux conventions attributives. Alors, ce sont des avenants qui sont justifiés par le temps qu'il aura fallu à certaines communes pour mettre en place les dossiers. Donc, c'est une façon qu'on a de pouvoir permettre à ces communes de toucher ces indemnités qui sont toujours à leur disposition et qu'ils pourront donc utiliser. Sur cet avenant aux conventions attributives, y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Madame Isabelle Pargade, vous présentez le rapport numéro 5. Oui, bonjour messieurs. Dames, mes collègues, donc il s'agit d'un avenant au bail commercial conclu avec la SAS Urbil, qui est un magasin de producteurs qui se situe sur la zone d'activité économique Lissardia 2 à Saint-Pé-sur-Nivelle. Donc depuis 2021, la communauté d'agglomération met à disposition de la société Urbil, dans le cadre d'un bail commercial, un atelier collectif de transformation de produits fermiers et un point de vente collectif attenant à Saint-Pé-sur-Nivelle. Nous avions en 2023 approuvé l'ajournement du paiement des loyers du bail commercial pour accompagner les producteurs, puisque c'est un groupement de plusieurs agriculteurs, en attente de délivrance de l'agrément sanitaire. Donc aujourd'hui, la société a décidé de faire évoluer sa stratégie et donc ils peuvent travailler sous une certification dérogatoire de cet agrément. Et l'agrément sanitaire n'étant plus d'actualité, en toute logique, il est décidé de reprendre le paiement des loyers pour l'occupation du bien à compter du 1er mars 2026. Le Conseil communautaire est donc invité à approuver les termes de l'avenant au bail commercial avec la SAS Urbil, d'approuver la reprise du paiement des loyers à compter du 1er mars 2026 à la suite du changement de stratégie évoqué et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer.
Sur cet avenant au bail commercial conclu avec Urbil, y a-t-il des abstentions et des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Le rapport numéro 8, c'est maintenant Batic Laborde qui lui aussi présente son dernier rapport qu'on va écouter. Et au nom de Nelly. Donc, c'est un avenant numéro en programmation de prorogation du délai d'exécution du projet suite en zone montagne. Dans le cadre de la stratégie montagne basque, le Conseil communautaire a approuvé l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Bidaraï pour le projet d'amélioration des conditions d'accueil sur l'aire de bivouac communal. Afin de permettre la complète réalisation des investissements financés, le Conseil communautaire est invité à approuver la prolongation de la convention attributive de 10 mois et les termes de l'avenant numéro 1 correspondant. Merci. Batic Laborde, y a-t-il sur ce rapport des abstentions et des votes contre? Il n'y en a pas, la délibération est adoptée. On va maintenant aborder des sujets de finances ou de fiscalité, d'abord des finances, et donc avec Gauthier Sénaro, notre vice-président en charge des finances, qui va nous présenter des rapports successifs. D'abord le rapport 7, et ensuite dans l'enfilade les rapports 8 à 19. Alors d'abord le rapport 7. Merci Président. Donc il s'agit de la reprise anticipée des résultats de 2025, du budget principal et des budgets annexes. Pour chacun des budgets, les résultats en fonctionnement et en investissement et la proposition d'inscription du résultat de fonctionnement ou d'exploitation sont détaillés dans l'annexe du rapport. Les résultats 2025 seront définitivement arrêtés lors du vote des comptes administratifs. Il vous est proposé d'affecter les résultats 2025 du budget principal et des budgets annexes selon la proposition décrite dans le rapport. Merci. Sur cette reprise des résultats 2025, y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée. Toujours côté Sénaro. Alors là, cette fois, on vous laisse la parole sur les rapports 8 à 19 qui concernent et le budget primitif, ce compris le budget principal et les budgets annexes. Alors tout d'abord, le budget primitif du budget principal. Avec plusieurs semaines de retard, le recours au 49.3 et après l'étape du Conseil constitutionnel, le projet de loi de finances pour 2026 a fini par aboutir. Comme nous en débattions lors des orientations budgétaires le 31 janvier dernier, les collectivités sont appelées à une contribution très forte au redressement des comptes publics. Plusieurs mécanismes touchent plus particulièrement nos intercommunalités, celles-ci assumant plus de 50% de l'effort, alors que leur poids dans la dépense locale n'est que de 20%. Rappelons que nos collectivités votent chaque année des budgets strictement équilibrés et n'ont recours à l'emprunt que pour financer des investissements structurants. Ce budget 2026 constitue un exercice de transition avant l'installation des nouveaux exécutifs et la définition de leurs orientations stratégiques pour le mandat à venir. Préparé avec prudence et en responsabilité, la construction de ce budget avait pour objectif de garantir la cohésion et la continuité des actions communautaires tout en maintenant les équilibres financiers indispensables. Cet objectif est avant tout passé par le renforcement très important des efforts de gestion et d'optimisation des dépenses de fonctionnement. Couplé à la priorisation et à la temporisation de certains projets, ces efforts permettent de poursuivre les projets structurants engagés à ce jour et de maintenir les différents dispositifs d'accompagnement des acteurs du territoire en les ajustant financièrement. Au-delà, le budget 2026 peut continuer à conforter la solidarité envers les communes, services communs étendus, ingénierie ainsi que fonds de concours. Face aux marges financières durablement contraintes, mais en écartant toute hausse des taux de fiscalité pour 2026, le budget 2006 conjugue donc une maîtrise importante des dépenses de fonctionnement et un fort, très fort même, niveau d'investissement. Pour la dernière fois de ce mandat, je vais vous présenter de manière synthétique les éléments budgétaires 2026 que vous avez trouvés dans les documents détaillés transmis.
en commençant par visualiser l'organisation comptable autour du budget principal qui interagit avec les 11 budgets annexes. C'est la somme de tous ces budgets qui traduit l'engagement de notre communauté dans la transformation de l'ensemble de son territoire. Par ses politiques publiques structurantes et ses actions concrètes, notre communauté continuera en 2026 d'être engagée au service du territoire, des communes, des habitants et bien sûr des entreprises. Globalement, ces budgets agrégés et retraités des doubles flux représentent 602 millions d'euros d'opérations réelles. Ils s'équilibrent en fonctionnement à 346 millions et en investissement à 256 millions d'euros. Toutes les dépenses de la communauté sont un levier déterminant pour soutenir l'activité sociale, accompagner les transitions écologiques et énergétiques et répondre aux besoins quotidiens de nos habitants. Ainsi, sur les 256 millions d'euros de dépenses d'investissement, près de 206 millions d'euros sont consacrés aux dépenses pour notre territoire, soit plus 11 millions d'euros par rapport au budget primitif de 2025. L'analytique montre que les dépenses concernent toujours majoritairement l'assainissement et l'eau potable, l'action économique ou encore la collecte et le traitement des déchets. Dans cet ensemble, et pour en revenir plus directement au budget principal, celui-ci s'équilibre à 236 500 000 euros en fonctionnement et à 155 830 000 euros en investissement. La section de fonctionnement du budget principal est principalement financée par les recettes fiscales qui représentent 164 740 000 euros, puisqu'elles représentent environ 76% des recettes totales. Néanmoins, une partie de ces recettes est reversée, et nous parlons de 67 480 000 euros, notamment aux communes via les attributions de compensation ou à l'Office du tourisme du Pays Basque via la taxe de séjour. Je précise ici que la communauté devrait échapper au prélèvement sur recettes fiscales issues de la reconduction en 2026 du fameux DILICO, dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales fixées par l'État. Ce n'est qu'après le vote du budget que nous aurons confirmation que notre communauté n'est pas contributrice. La contribution des EPCI à la réduction du déficit public repose également sur la baisse de l'allocation compensatrice des bases de taxes foncières et de cotisations foncières des locaux industriels, soit des pertes de recettes importantes pour la communauté qui s'élèvent à moins un peu plus de 1 million d'euros. Les recettes budgétaires 2026 s'appuient enfin sur des produits et des services, 12 130 000 euros, des dotations et subventions pour 35 210 000 euros, ainsi que la reprise par anticipation des résultats 2025 qui représente 11 400 000 euros. En dépenses de fonctionnement, 44 420 000 euros sont consacrés aux charges de personnel, brutes, je dis bien brutes. Déduction faite des recettes liées aux ressources humaines, les charges nettes de personnel du budget principal s'élèvent à 38 millions d'euros, 200 000 euros, plus 3,5% par rapport au budget primitif de 2025. Cela représente prévisionnellement 20,10% des dépenses réelles de fonctionnement. Les charges à caractère général, qui comptabilisent les dépenses de fourniture, fluides ou prestations de services nécessaires au fonctionnement des services, représentent 22 770 000 euros, soit une diminution très significative de 2 350 000 euros par rapport à notre budget primitif 2025. Les atténuations de produits pour 67 480 000 euros correspondent au reversement de fiscalité déjà évoqué. Les autres charges de gestion courante sont inscrites pour 56 670 000 euros, qui inclut les restes à réaliser, évidemment. Elles augmentent de 6,10% et représentent 3 270 000 euros. Et concernent principalement les subventions et contributions versées aux organismes partenaires comme le syndicat des mobilités, le SIAS Pays Basque ou le conservatoire Maurice Ravel.
Les charges de la dette sont évaluées à 4 140 000 euros, représentent donc plus 383 000 euros, compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêt et de l'évolution également de l'encours. Concernant la section d'investissement, elle s'équilibre à 155 830 000 euros, dont 130 millions d'euros de dépenses réelles d'investissement. Parmi ces dépenses réelles, les dépenses d'équipement au sens large représentent 78 220 000 euros, y compris toujours les restes à réaliser, études, travaux, acquisitions et subventions. Les dépenses d'équipement du budget principal se répartissent pour les principaux montants de la manière suivante. Aménagement des territoires, y compris foncier et habitat, 18 290 000 euros. Actions économiques, dont l'agriculture et le tourisme, 15 140 000 euros. Gestion des eaux pluviales urbaines, 10 150 000 euros. Aide aux communes, fonds de concours, 9 420 000 euros. Culture, jeunesse, sport et loisirs, 7 650 000 euros. Les mobilités, hors contribution aux syndicats, y compris voirie, 4 310 000 euros. Santé et action sociale, dont la petite enfance, 3 470 000 euros. Les investissements 2026 seront financés par l'autofinancement pour 33 190 000 euros, issus essentiellement de notre fiscalité locale. Également, nous retrouverons l'affectation d'une partie du résultat de fonctionnement 2025 pour 16 120 000 euros, des subventions d'équipement pour 5 630 000 euros, et enfin des cessions d'actifs pour 1 980 000 euros. Concernant le fonds de compensation de la TVA, l'année 2026 sera une année blanche pour les intercommunalités du fait de la modification adoptée en loi de finances 2026 de la temporalité de perception du FCTVA, désormais versé en N+1 au lieu de N. La perte de recettes correspondante en 2026 représente quand même 4 800 000 euros. Le financement des investissements de l'année 2026 nécessiterait un recours prévisionnel à l'emprunt de l'ordre de 51 580 000 euros, dont 5 millions d'euros de reste à réaliser. Le niveau actuel d'endettement s'inscrit en deçà des ratios nationaux des intercommunalités de plus de 300 000 habitants. Il est possible pour 2026 de projeter les indicateurs financiers prévisionnels suivants, qui restent dans le cadre fixé en termes de prospective financière. Tout d'abord, donc, l'épargne brute prévisionnelle, 21 800 000 euros, soit un taux d'épargne brute de 10%. Épargne nette prévisionnelle qui s'élèverait à 7 400 000 euros. Et la capacité prévisionnelle de désendettement qui serait portée à 9,7 ans. Mais notre territoire ne pourra pas se voir ponctionner chaque année par l'État, sans conséquences locales sur qualité du service public, le calendrier de nos projets ou de nos ratios financiers. Pour autant, comme je le disais fin janvier, le bloc local ne saurait faiblir, car il est le dernier maillon de la chaîne institutionnelle, acteur majeur de la transition écologique et garant des services publics, des solidarités et évidemment du lien social aussi de proximité. Il est proposé, Président, après que les questions me soient posées, donc au Conseil communautaire, d'adopter le budget primitif du budget principal pour l'exercice 2026 dans les termes présentés. Vous avez la parole pour donc poser vos questions sur le budget primitif. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Sachant que, bien évidemment, tout ceci a été largement dévoilé à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, qui est, comme chaque année, assez exhaustif, qui permet effectivement d'avoir tous les éléments. Mais bon, l'exercice du budget primitif est administrativement et juridiquement obligatoire. On s'y soumet. S'il n'y a pas de questions, je vais donc mettre aux voix cette délibération par un vote à main levée. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Dernier budget de cette séance, la communauté d'agglomération est votée à l'unanimité. Merci. Ouais, on peut applaudir.
Ça fait sens et ça fait plaisir aussi. Les rapports suivants, Monsieur Cottier-Sénaro. Nous passons au budget primitif du budget annexe des zones d'activité. Toutes sections confondues. Le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 78 200 000 euros. Le coût prévisionnel de production d'aménagement des zones s'élève en 2026 à 13,8 millions d'euros et concerne de nombreuses zones d'activité économique du Pays Basque, dont 2 nouvelles zones ouvertes sur Saint-Jean-Pied-de-Port et Espèce-du-Rhin. Les recettes s'élevant à 3 millions d'euros et du fait de l'obligation de remboursement d'un prêt relais, il est nécessaire de prévoir la souscription prévisionnelle d'un nouveau prêt relais de 15 500 000 euros. Inversement, à la suite des cessions prévues sur certaines zones, il est possible de rembourser une partie des avances faites par le budget principal à hauteur de 1 400 000 euros. Il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif des zones d'activité pour l'exercice 2026. Sur ce budget des zones d'activité qui vient d'être présenté par M. Sénaro, y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée. Le rapport numéro 10 concerne le budget annexe du port de Plaisance. Toutes sections confondues, le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 3 millions d'euros. Les recettes réelles sont estimées à 1 200 000 euros et correspondent en particulier aux abonnements au plan d'eau et en hausse de 3%. Les charges réelles d'exploitation représentent 961 000 euros et sont globalement en augmentation de 0,7%. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 1 500 000 euros, y compris les restes à réaliser, avec le début programmé des travaux de réhabilitation du port. En tenant compte des subventions attendues, qui représentent 740 000 euros, le budget s'équilibre via un recours prévisionnel à l'emprunt de 414 000 euros. Il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif du port de Plaisance pour l'exercice 2026. Sur ce rapport, y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Monsieur Sénaro, rapport 11. Nous passons au budget annexe du CFA, le Centre de formation des apprentis. Toutes sections confondues, le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 2 100 000 euros. Les charges réelles de fonctionnement s'élèvent à 1 800 000 euros en hausse de 0,4% par rapport au budget primitif 2025. Ces charges sont essentiellement financées par les contributions versées par les opérateurs de compétences, estimées à 1,7 million d'euros. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 155 000 euros. En tenant compte de l'autofinancement et de l'affectation des réserves 2025, ce budget s'équilibre via un recours prévisionnel à l'emprunt de 35 000 euros. Et il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif du Centre de formation d'apprentis pour l'exercice 2026. Pour ce BP du CFA, y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. Délibération adoptée. Rapport 12. Nous passons au budget annexe de la base de loisirs du Baïgoura. Toutes sections confondues, le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 1 100 000 euros. Ce budget s'équilibre par une subvention prévisionnelle du budget principal de 168 000 euros, identique à celle versée en 2025. Dépenses d'équipement de 681 000 euros concernent les travaux de sécurisation aux abords de la départementale 119. En tenant compte de l'autofinancement, de l'affectation des réserves 2025 et des subventions pour 85 000 euros, ce budget s'équilibre via un recours prévisionnel à l'emprunt de 333 000 euros. Il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif de la base de loisirs du Baïgoura pour l'exercice 2026. Merci. Budget annexe de la base de loisirs de Baïgoura. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Rapport 13. Nous passons au budget annexe de la salle de spectacle d'Ami-Coussé. Toutes sections confondues, le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 370 000 euros. Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement d'une subvention du budget principal pour 142 000 euros. Les dépenses d'investissement correspondent au remboursement du capital de la dette, 77 000 euros, auxquels s'ajoutent 44 000 euros de dépenses d'équipement, notamment pour les travaux sur les équipements techniques.
L'équilibre de la section s'opère via un recours prévisionnel à l'emprunt pour 23 000 euros et il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif de la salle de spectacle d'Amicoussé pour l'exercice 2026. Budget annexe de la salle de spectacle Saint-Palais. Y a-t-il des abstentions ou votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Rapport 14. Nous passons au budget annexe de l'eau potable. Toutes sections confondues, ce budget détaillé dans le rapport s'élève à 124 500 000 euros. Les dépenses réelles d'exploitation s'élèvent à 57 200 000 euros et augmentent de 4 800 000 euros, essentiellement du fait d'une hausse du poste honoraire liée aux révisions des prix des contrats pour l'exploitation des installations, ainsi qu'à l'évolution des charges de personnel. Ces dépenses sont principalement financées par les redevances des usagers, en hausse de 70 700 000 euros. Le remboursement du capital s'élève à 4 millions d'euros, tandis que les dépenses d'équipement représentent 31 600 000 euros, y compris les restes à réaliser. Les principales opérations d'investissement sont décrites dans la notice budgétaire et sont financées notamment par l'autofinancement qui représente 17 900 000 euros et un recours prévisionnel à l'emprunt estimé à 11 900 000 euros. Il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif 2026 du budget annexe de l'eau potable. Budget annexe de l'eau potable. Évidemment, important budget. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Il n'y en a pas. Délibération adoptée. Monsieur Célaro. Nous passons 15. au budget annexe de l'assainissement collectif. Toutes sections confondues, le total du budget détaillé s'élève à 142 600 000 euros. Les dépenses réelles d'exploitation s'élèvent à 39 500 000 euros, en hausse de 2 100 000 euros, et concernent majoritairement les charges à caractère général. Les produits des services concernent la part assainissement des factures d'eau, augmentent donc sensiblement à 62 600 000 euros, donc ça représente plus 13 500 000 euros, permettant de couvrir la hausse des dépenses et d'améliorer l'épargne brute. Le remboursement du capital s'élève à 7 200 000 euros, hors écriture sur les crédits revolving, tandis que les dépenses d'équipement représentent 50 900 000 euros, y compris les restes à réaliser. Les principales opérations d'investissement sont décrites dans la notice budgétaire, en particulier le système d'assainissement Archilois Saint-Jean-de-Luz avec 21 millions d'euros, 100 000 euros, et sont financés par l'autofinancement qui représente 26 700 000 euros, ainsi que des subventions pour 7 100 000 euros et un recours prévisionnel à l'emprunt estimé à 16 900 000 euros. Il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif 2026 du budget annexe de l'assainissement collectif. Le budget annexe, assainissement collectif, y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Rapport 16. Nous passons au budget annexe de l'assainissement non collectif. Toutes les sections confondues, le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 1 500 000 euros. Les recettes d'exploitation de ce budget correspondent aux redevances de contrôle, estimées à 460 000 euros, ainsi qu'au remboursement de prestations menées par les agents du SPANC pour les budgets eau potable et assainissement collectif, soit 201 000 euros. Ces principales charges correspondent aux charges de personnel qui représentent 819 000 euros. Les dépenses d'équipement représentent 348 000 euros, y compris les restes à réaliser. Elles sont financées par la reprise de l'excédent 2025 qui représente 286 000 euros et l'autofinancement 62 000 euros sans recours prévisionnel à l'emprunt. Il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif 2026 du budget annexe de l'assainissement non collectif. Le budget de l'assainissement non collectif, pas d'abstention ni de vote contre. Il est adopté. 17. Nous passons au budget annexe GEMAPI. Toutes sections confondues, le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 20 millions d'euros. Ce budget est essentiellement financé par la taxe GEMAPI pour un produit de 5 millions d'euros, recettes fiscales complétées par des subventions en fonctionnement pour 881 000 euros.
Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent ainsi à 6 400 000 euros, y compris les restes à réaliser, avec pour principaux postes les charges à caractère général, qui représentent 3 millions d'euros, 3 200 000 euros, et les charges de personnel, 1 500 000 euros, tandis que les contributions à différents syndicats représentent 1 600 000 euros. Les dépenses d'équipement représentent 6 600 000 euros, y compris les restes à réaliser, et intègrent donc les éléments détaillés dans le rapport. Elles sont notamment financées par l'autofinancement, qui représente 3,2 millions euros, et un recours prévisionnel à l'emprunt pour 6 100 000 euros. Il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif du budget annexe GEMAPI pour l'exercice 2026. Très bien. Budget GEMAPI, dont on fait bon usage, n'est-ce pas? Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. Adopté. 18. Nous présentons à présent donc le budget annexe des déchets ménagers et assimilés. Toutes sections confondues, le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 106 500 000 euros. La principale source de financement de ce budget, c'est la taxe, la TOM, avec un produit attendu à taux constant à 64 800 000 euros. S'y ajoute la redevance spéciale acquittée par les professionnels, qui représente 2 500 000 euros, selon la production des déchets constatés. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 61 millions d'euros, avec pour principaux postes de charges de personnel pour 21 600 000 euros, et la contribution au syndicat mixte Biltegarbi à hauteur de 28 900 000 euros, ce qui représente plus 1 100 000 euros par rapport à 2025, du fait de la hausse de la taxe générale des activités polluantes et d'une baisse des recettes de valorisation, notamment sur le verre. Les dépenses, la dynamique des recettes, donc plus 0,4%, permet de maintenir un niveau d'autofinancement important, qui représente quand même 15 100 000 euros. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 21 300 000 euros et sont détaillées dans le rapport. Elles sont notamment financées par l'autofinancement et un recours prévisionnel à l'emprunt pour 6 400 000 euros. Et il vous est proposé donc d'adopter le budget primitif du budget annexe des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2026. Un des plus gros budgets avec celui de l'eau. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Rapport 19. Le budget annexe des énergies renouvelables. Toutes sections confondues, le total du budget détaillé dans le rapport transmis s'élève à 1 300 000 euros. Les recettes réelles, 158 000 euros, correspondent aux prévisions de vente d'électricité des sites équipés en panneaux photovoltaïques. Les dépenses réelles d'exploitation s'élèvent à 92 000 euros et concernent majoritairement les charges de personnel ainsi que les charges de maintenance de ces panneaux. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 862 000 euros. Elles sont financées par des subventions, l'autofinancement et un recours prévisionnel à l'emprunt, le tout pour 812 000 euros. Il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le budget primitif du budget annexe des énergies renouvelables pour l'exercice 2026. Merci. Pour les énergies renouvelables, y a-t-il des abstentions ou votes contre? Il n'y en a pas. Adopté. Rapport 20. Le budget annexe de la salle de spectacle, le budget annexe donc d'Ami Coussé, étant concerné par le besoin d'une subvention d'équilibre, il est proposé au Conseil communautaire de lui verser une subvention maximale de 141 815,57 euros pour l'exercice 2026. Sur ce rapport numéro 20, pas d'abstention ni de vote contre. Délibération adoptée. 21. Le budget annexe base de loisirs du Baïgoura, une délibération complémentaire, considérant les contraintes particulières inhérentes à la gestion de ce service public industriel et commercial. Il est proposé au Conseil communautaire d'acter une subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe base de loisirs Baïgoura pour un montant maximum de 168 340 euros en 2026. Pas d'abstention ni de vote contre. Délibération adopté. Rapport 22, on passe aux autorisations de programme et aux autorisations d'engagement.
la création des révisions des autorisations de programme et d'engagement. Donc les autorisations de programme en section d'investissement et les autorisations d'engagement en section de fonctionnement, ainsi que leurs révisions éventuelles, sont votées par le Conseil communautaire par délibération distincte lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. La communauté d'agglomération a mis en place cette procédure pour un grand nombre d'opérations inscrites au budget principal et au budget annexe. Il est proposé au Conseil communautaire de clôturer certaines autorisations, d'en créer de nouvelles et enfin d'ajuster les montants ou la répartition pluriannuelle des crédits de paiement et autres autorisations de programme ou autorisations d'engagement selon le détail figurant en annexe au rapport qui vous a été transmis. Merci. Sur ce rapport, il n'y a pas de questions. Je mets aux voix, pas d'abstention, pas de vote contre, délibération adoptée. Rapport 23. L'intégration du budget au budget principal du résultat de clôture de la zone d'activité Isarbel 1. Par délibération du 27 septembre 2025, le résultat comptable final de la zone d'activité Isarbel 1 a été validé pour un déficit de 137 522,53 € et financé par une subvention du budget principal. Or, le montant lié à l'apurement du compte 1068, effectué en 2022, 1 676 000 €, aurait dû être comptablement intégré au coût de revient utilisé dans le calcul du résultat comptable final de la zone, qui s'établit donc à plus 1 539 037 €. Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire est invité à valider le résultat définitif de la zone d'activité Isarbel 1, pour le porter donc à 1 539 037 € et son reversement au budget principal de la communauté d'agglomération. Point 2, il s'agit d'autoriser, Monsieur le Président, à procéder à l'ensemble des écritures comptables nécessaires à ce reversement. Merci. Y a-t-il des questions, des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée. On poursuit. Oui, tout à fait. On poursuit des finances à la fiscalité parce que tout ceci, évidemment, va donner lieu au vote des taux de fiscalité. Allons-y. Bien, Adi Chasmound. Donc, finances et fiscalité, approbation du produit de la taxe GEMAPI pour l'année 2026. Dans la communauté d'agglomération Pays Basque, a institué la taxe en vue de la financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. La CAPB vote un produit attendu et non un taux. En prenant en compte les dépenses prévues pour cette compétence et dans le respect des plafonds prévus par la réglementation, il est proposé, comme pour les exercices précédents, de fixer le montant 2026 du produit de la taxe GEMAPI à 5 millions d'euros. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci. Je mets aux voix donc cette délibération sur le produit, et non pas le taux, le produit de la taxe sur la GEMAPI. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Il n'y en a pas. Délibération adoptée. Francis Gonzalez conserve la parole pour parler du vote des taux d'imposition pour l'année 2026. Allez-y. Merci, Président. La communauté d'agglomération Pays Basque est soumise au régime de la fiscalité professionnelle unique. Compte tenu des réformes intervenues en matière de fiscalité directe locale, elle conserve cependant un pouvoir de taux en matière de taxes foncières bâties et non bâties, de cotisations foncières des entreprises et de taxes d'habitation des résidences secondaires. Il est donc proposé au Conseil communautaire de voter les taux pour 2026 comme suit. Taux de cotisation foncière des entreprises, 28,49%. Taux de taxe d'habitation, 9,39%. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 2,93%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 4,06%. Je précise que ces taux restent inchangés. Par ailleurs, afin de préserver l'avenir des intérêts de la communauté d'agglomération, il est proposé de valider le principe du report d'une année ou l'autre des 3 prochaines années, de la possibilité d'augmenter le taux de la cotisation foncière des entreprises selon les considérants exposés dans le rapport détaillé. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci. On retiendra qu'il n'y a pas d'augmentation des fiscalités
sur aucun des sources fiscales que nous ayons. On parlait du GEMAPI, là on parle des taux principaux, CFE, TH, TFPB, propriété bâtie et non bâtie. Voilà. Je mets aux voix cette délibération sur le maintien des taux. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Rapport 26, toujours Monsieur Francis Gonzalez. C'est sur la tome cette fois. Absolument. Afin de financer la compétence collecte et élimination des déchets, la CAPB perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont elle vote le taux. Il est proposé au Conseil communautaire de maintenir le taux de 2026, à savoir 10,70%. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci. Le vote de la tome, y a-t-il des questions, des abstentions, des votes contre? Il n'y en a pas. Délibération adoptée. Francis Gonzalez encore, c'est le rapport 27. Donc, rapport sur la répartition de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance avec les communes compétentes en matière de voirie, dont la taxe sur l'exploitation de ces infrastructures de transport de longue distance est destinée à financer les investissements dans les infrastructures de transport, notamment ferroviaires. Si l'essentiel de cette taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport, 1/12 de son produit revient aux communes et aux intercommunalités. Cette fraction du produit au titre 2024 a été répartie entre les EPCI à fiscalité propre, proportionnellement à la longueur de voirie recensée par l'IGN sur le territoire au 1er janvier 2025. Les intercommunalités auxquelles les communes membres n'ont pas transféré la totalité de la compétence voirie doivent leur reverser une partie du produit de la taxe qu'elles perçoivent. Le Conseil communautaire est invité à approuver la répartition du produit de cette taxe entre la CAPB et les communes membres, telles que détaillées en annexe, et à autoriser le versement de cette dépense obligatoire. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci. Sur ce rapport, y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération donc adoptée. On revient avec Cotier-Sénaro pour le rapport 28, qui est l'attribution à la communauté d'agglomération de fonds de concours pour le financement du projet d'extension de l'ALSH Isaïa. Voilà, donc nous sommes sur l'accueil de loisirs sans hébergement, en application du pacte financier et fiscal et de son action 4, s'agissant de la participation des communes d'Amicoussé au projet d'extension de l'ALSH mutualisé, avec le transfert de l'école de musique, en partie investissement. Celle-ci correspond à 35% du reste à charge du projet, soit 90 344 €. Après échange entre les communes, un accord local a été trouvé portant la répartition de cette somme entre 25 communes, telles que détaillées dans le rapport. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver l'attribution par les communes d'Amicoussé de fonds de concours pour le financement du projet d'extension de la LSH, ICIA, selon le détail indiqué dans le rapport, et d'autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières correspondantes. Merci. Sur cette attribution et le financement du projet d'extension à la LSH Isaïa, y a-t-il des questions, des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Le rapport 29, Cotier-Sénaro. Concerne donc le projet de reconstruction et extension de la crèche Tipiandi. S'agissant de la participation financière des communes d'Amicoussé au projet de reconstruction et extension de la crèche Tipiandi, en partie investissement bien sûr, celle-ci correspond à 35% du reste à charge du projet, soit 99 440 €. Après échange entre les communes, un accord local aussi a été trouvé portant la répartition de cette somme entre 26 communes, telles que détaillées dans le rapport. Et il est proposé donc au Conseil communautaire d'approuver l'attribution par les communes d'Amicoussé de fonds de concours pour le financement du projet de reconstruction et extension de la crèche Tipiandi, selon le détail indiqué dans le rapport, et autoriser, Monsieur le Président, à signer les conventions financières correspondantes. Merci. Sur ce rapport,
Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Monsieur Sénaro, rapport 30 sur les attributions de compensation des communes d'Amicoussé. S'agissant de la correction dérogatoire des attributions de compensation pour le financement des nouvelles charges de fonctionnement induites, la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, réunie le 12 novembre dernier, a étudié et approuvé l'évaluation des participations des communes d'Amicoussé au projet d'extension de l'ALSH mutualisée avec le transfert de l'école de musique, selon le rapport numéro 1, et de reconstruction-extension de la crèche Tipiandi, selon le rapport numéro 2, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les ajustements dérogatoires d'attribution de compensation tels que validés par les communes, selon les montants détaillés dans le rapport et leur entrée en vigueur respective concomitamment à la mise en service de l'équipement concerné. Voilà, ce sont des choses qu'on a vues à la CLECT de Saint-Palais, c'était novembre dernier, et que l'on voit maintenant sur cette révision des AC des communes d'Amicoussé. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée. Nous en avons fini avec ces sujets touchant aux finances et à la fiscalité, en constatant que toutes ces délibérations ont été adoptées à l'unanimité. Rapport 31, c'est Muriel Ouette, maintenant, qui va le présenter. Merci, Monsieur le Président. Depuis le 1er janvier 2025, la communauté d'agglomération et l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant dans les pôles d'Amicoussé, Roby, Garassi-Baïgori, Ioldi-Ostibaré, Nivadour, Pays de Bidache, Pays d'Asparin et Soule-Chibéroa. Afin d'accompagner les collectivités dans l'exercice des missions correspondantes, l'État a institué un financement réservé aux communes de 3 500 habitants et plus. Pour 2025, des montants ont été attribués aux communes d'Arkang, Cambo, Asparin, Mouguer, Saint-Pierre-d'Irube et Ustaritz. Le Conseil communautaire est invité à approuver les conventions à intervenir entre la CAPB et les communes concernées, ayant pour objet le reversement à l'intercommunalité de l'accompagnement financier attribué par l'État à compter de 2025. Ce reversement permettra de couvrir les charges supportées par la communauté d'agglomération. Merci à Madame Ouette pour la présentation de ce rapport. Merci aussi pour tout le travail qu'elle a fait dans sa délégation, parce que c'est sa dernière intervention dans ce conseil communautaire. Et je voulais aussi la féliciter. On va l'applaudir. Discrète et efficace. Oui, Arnaud Fontaine. Merci, Président. Juste un petit mot. J'attendais effectivement que Muriel présente ce rapport. Déjà pour dire qu'au niveau d'Amicoussé, je m'autorise à prendre la parole au nom de l'ensemble des élus d'Amicoussé. On est très heureux de l'accord financier qu'on a pu trouver pour les deux magnifiques projets structurants que sont à la fois la crèche et la LSH avec le centre de musique. Donc je dis c'est une bonne chose. Maintenant, il faudra le mettre en œuvre et le réaliser sur le mandat qui suit. Mais c'est un très bon équilibre financier qui vont permettre la réalisation de deux beaux projets. Et je voulais aussi publiquement et ici remercier Muriel de ces 6 années où on a partagé cette délégation et du travail et de la belle complicité qu'on a eu à travailler ensemble. Je voulais la remercier officiellement ici devant tout le monde. Eh bien, merci. Je mets au voie cette délibération 31. Y a-t-il des abstentions ou votes contre? Il n'y en a pas. Délibération adoptée. René Caric. Maintenant, vous allez prendre la parole pour plusieurs rapports. Et d'abord, le rapport 32, pardon. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit de la création d'un comité social territorial commun entre la communauté d'agglomération Pays Basque et le centre et le SIAS. Donc, le comité social territorial, c'est l'instance chargée de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail. Un CST commun compétent pour tous les agents territoriaux peut être mis en place lorsque l'effectif global employé est au moins de 50 agents, par délibération concordante des organes délibérants de chaque collectivité ou établissement concerné. Au 1er janvier 2026, les effectifs remplissent les conditions pour un CST commun entre la CAPB et le SIAS. Donc, le Conseil communautaire est invité à approuver la création d'un CST commun entre la CAPB et le SIAS Pays Basque, mis
en place lors du renouvellement général des représentants du personnel en décembre 2026 et d'approuver le rattachement du CST commun pour son fonctionnement auprès de la CAPB. Merci. C'est ce rapport que je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions ou votes contre? Pas. Délibération adoptée. Madame Carry, quel rapport 33? Donc le numéro 33, c'est la fixation du nombre de représentants du personnel, justement, dans ce CST commun à la CAPB et au SIAS. Donc l'élection des représentants du personnel au CST se déroulera le 10 décembre prochain. Il appartient au Conseil communautaire de se prononcer sur le nombre de représentants titulaires du personnel qui siégeront au CST commun de la CAPB et du SIAS Pays Basque. Il convient également de décider si le paritarisme est maintenu entre les deux collèges. Et enfin, le Conseil communautaire doit décider si au cours des réunions du CST, l'avis du Collège des représentants de la CAPB et du SIAS Pays Basque sera ou non recueilli. Le Conseil communautaire est invité à fixer à 8 le nombre de représentants titulaires du personnel, chaque titulaire ayant un suppléant. De décider le maintien au paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des deux établissements publics égal à celui des représentants du personnel titulaire, d'approuver le recueil par le CST commun de l'avis des représentants des deux établissements publics en relevant et de décider que l'ensemble de ces dispositions s'appliqueront à la formation spécialisée au sein de la CST commun. Merci. Mais on voit cette délibération. 33. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Madame Carrick, vous poursuivez avec le rapport 34. Donc il s'agit là, le rapport numéro 34 de la protection sociale complémentaire. La réforme de la protection sociale complémentaire impose aux employeurs publics territoriaux de mettre en œuvre des niveaux minimums de couverture pour chacun des risques prévoyance et santé, ainsi qu'une participation financière. S'agissant du risque prévoyance, la loi instaure l'obligation d'adhésion des agents de la fonction publique territoriale à un contrat collectif. Ce contrat doit garantir à minima les risques d'incapacité de travail et d'invalidité avec une participation financière de l'employeur fixée à hauteur de 50% de la cotisation. Compte tenu de la complexité et de l'expertise imposée par ce type de contrat, la communauté d'agglomération, le SIAS Pays Basque et le supérieur d'art Pays Basque ont décidé d'engager une consultation commune afin de proposer une offre adaptée, et cela au 1er janvier 2028. Le Conseil communautaire est invité à approuver les termes de la convention du groupement de commandes relative à la mise en place d'un contrat collectif des risques prévoyance et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. Merci. Y a-t-il des abstentions ou votes contre cette délibération sur la protection sociale complémentaire? Il n'y en a pas. La délibération est donc adopté. Madame Carrick, vous poursuivez avec le rapport 35 qui concerne la modification du tableau des effectifs. Donc, dans le cadre du budget 2026 et afin de faire face aux besoins en lien avec la mise en service de nouveaux équipements ou avec les nouveaux périmètres de certaines compétences et la déprécarisation ou la pérennisation des situations d'agents déjà en poste, il est nécessaire de procéder à la modification du tableau des effectifs conformément aux détails présentés dans le rapport. Merci. Tout ceci a été présenté dans le détail dans le rapport qui vient d'être commenté par Mme Carrick. Y a-t-il des abstentions ou votes contre cette modification du tableau des emplois et des effectifs? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. On en a fini avec les ressources humaines et on va maintenant aborder l'urbanisme avec les rapports qui sont présentés par Bruno Carrère, qu'on entendra aussi ici pour la dernière fois, puisqu'il ne se représentera pas. Et je lui donne la parole. On va écouter avec beaucoup de plaisir ses interventions. Je le remercie au passage aussi pour ce qui a été sa contribution extrêmement importante, car nous avons fait avancer le SCOT et les PLUI, et on lui doit beaucoup dans ces dossiers, évidemment. Rapport 36, M. Carrère. Oui, on peut l'applaudir. Merci, mais attendez, j'ai pas fini. Je vais commencer par le rapport 36, effectivement, qui est en soi un petit événement, puisque c'est
la première approbation et donc la dernière du mandat d'un de nos 5 PLUI, puisqu'on va parler du PLUI de Sud-Basse-Navarre. Donc, rappeler quand même qu'on est parti, c'était pas le plus évident a priori, puisqu'il regroupe 44 communes issues lui-même de 3 pôles territoriaux, avec des situations particulièrement disparates, puisqu'on avait 4 PLU, 22 cartes communales et 18 RNU, donc encore une fois avec ces communes qui avaient l'enjeu important de mener à bien un projet collectif de la dimension d'un PLUI, et d'autant plus qu'on était dans une situation réglementaire et législative assez contraignante avec cette fameuse loi climat et résilience, qui plus est n'était pas forcément stabilisée, puisqu'on a eu quelques évolutions pendant le mandat. Voilà, donc on va vous soumettre l'approbation du PLUI Sud-Basse-Navarre, qui a été prescrit en 2021. Rappelez que 43 communes ont donné un avis favorable et une commune un avis tacite réputé favorable. Donc ça veut dire qu'il y avait une unanimité sur l'élaboration de ce PLUI arrêté en juin dernier. À l'issue de l'enquête publique qui s'est tenue le 27 octobre 2025 au 1er décembre 2025, la commission d'enquête a émis un avis favorable au projet de PLUI arrêté, assorti de 5 réserves et de 9 recommandations. Les 5 réserves sont levées concernant les recommandations qui s'inscrivent dans une logique d'amélioration et de consolidation du projet. Elles ont pu être prises en compte quasiment en totalité. Et là aussi, je voudrais m'associer au remerciement du président à l'ensemble des services, avec une mention spécifique ici sur les 2 techniciens qui sont intervenus sur ce projet, donc Jemio Aranset et Marie-Antigny-Huleux, et y associer bien sûr l'ensemble des agents du service de Christophe Schneider, puisque l'élaboration des 5 PLUI, j'allais dire toutes les communes y passeront, et donc on aura à travailler tous, ou vous aurez à travailler tous de très près avec ce service-là, qui a, je crois, prouvé à la fois son efficacité et la facilité de relation avec eux. Voilà, donc le Conseil communautaire est invité à prendre acte de l'avis favorable de la commission d'enquête, à approuver l'abrogation des cartes communales listées dans le rapport, à transmettre la présente au préfet des Pyrénées-Atlantiques, afin qu'il se prononce par arrêté préfectoral sur l'abrogation des cartes communales susmentionnées, approuver les modifications apportées au projet d'élaboration du PLUI Sud-Basse-Navarre figurant dans le tableau de modifications annexé au rapport, et donc approuver le PLUI Sud-Basse-Navarre. Voilà, sans en avoir l'air, on abroge 22 cartes communales. Ça veut donc dire que, in fine, dans cette communauté d'agglomération où il y avait 2/3 des communes qui étaient soit avec des règlements, le règlement national d'urbanisme, c'est-à-dire sans aucune disposition d'aucune nature, et celles qui avaient des cartes communales qui n'étaient quand même pas des documents de planification extrêmement élaborés, nous n'aurons plus, ni en Basse-Navarre, Sud-Basse-Navarre, ni ailleurs, aucune commune qui ne soit dotée d'un document de planification, puisque tout le monde aura un plan local d'urbanisme intercommunal. Ça aussi, c'est pas rien, et c'est à mettre au crédit, comme l'a dit à juste titre Bruno, du travail phénoménal qui a été fait par nos services, sous la direction générale de Mme Katia Emeran, qui est toujours à nos réunions de conseil communautaire, et de ses équipes, évidemment, est à citer à l'instant Bruno, les techniciens qui étaient directement concernés par, évidemment, ce PLUI Sud-Basse-Navarre, l'un des 5 PLUI du Pays Basque. 158 communes et il n'y aura que 5 PLUI. Nulle part ailleurs en France, on a des situations de cette nature. Nulle part ailleurs en France. Voilà, et merci. Je mets aux voix cette approbation. Il y a une question. Et vous pouvez prendre le temps de poser des questions parce qu'on est un peu à l'avance. Pour une fois, vous prenez votre temps. Ça aurait pu être proposé sur les délibérés précédents aussi, mais... Écoutez, pour une fois, puisque bon, le buffet est en train de se mettre en place, mais il faudrait qu'on arrive à avoir une véritable faim, quoi. Hein, encore que l'appétit vienne en mangeant. Alors, prends ton temps. Pas de problème.
C'est bon? Oui. Je souscris aussi aux remerciements qu'a fait donc, Bruno. Mais effectivement, je suis désolé de ne pas pouvoir approuver de mon côté cette délibération. En effet, certes, le conseil municipal de Saint-Martin-la-Rossa a voté favorablement pour le PLUI Sud-Basse-Navarre, mais celui que vous présentez aujourd'hui n'est pas celui que nous avons approuvé en septembre dernier. La faute à une réserve que la commission d'enquête a émise sur la constructibilité de la parcelle I1412 sur notre commune. Cette réserve a pour effet de remettre en cause la constructibilité d'un terrain classé constructible lors de la révision de la carte communale de 2012, approuvée par le préfet le 20 janvier 2012, sans que cette restriction apparaisse justifiée de manière objective, proportionnelle ou cohérente au regard des caractéristiques réelles du site et des orientations du PLUI et des principes dégagés par la jurisprudence administrative. La parcelle concernée est située en continuité du bourg, à environ 300 mètres de son centre, mairie, église, fronton, trinquet, bar, city-stade et aire de jeu pour enfants. Elle bénéficie de l'ensemble des équipements au droit du terrain, l'ensemble des équipements nécessaires à l'urbanisation, eau potable, assainissement collectif, réseau électrique, téléphonie, et même un fourreau est en attente pour l'éclairage public. De plus, la borne de défense incendie est située à 60 mètres. Les propriétaires portent un projet d'aménagement cohérent et maîtrisé sur ce terrain, projet qui contribuerait au développement de la commune, tant sur le plan démographique qu'économique, dans un contexte où l'accueil de nouvelles populations et de propositions de logement constitue un enjeu local important. L'accès au terrain passe sur un pont contrôlé par les services de l'État et n'a fait l'objet d'aucune réserve en matière de sécurité ou de conformité. Ces éléments pris en compte par le conseil municipal répondent pleinement aux objectifs de densification, de maîtrise de la consommation foncière et de l'étalement urbain. A l'inverse, le terrain retenu en substitution est plus éloigné du centre-bourg, 1200 mètres, est insuffisamment équipé puisqu'il nécessite une extension de 100 mètres du réseau d'eau, de l'électricité, de la téléphonie et présente des contraintes en matière de défense incendie. Ce terrain est de plus dépourvu de projets d'aménagement. Ce choix conduit à un résultat paradoxal. En augmentant la surface constructible globale, alors qu'il nous est demandé de la restreindre. Elle me semble de ce fait déconnectée des réalités du terrain et peu conforme à une logique d'aménagement cohérente. Elle paraît également répondre davantage à des intérêts particuliers dépourvus de projets d'aménagement qu'à l'intérêt général et aux objectifs poursuivis par la législation et par la volonté du conseil municipal. De plus, dans la délibération, vous maintenez que la commission d'enquête émet une réserve quant à l'accès à l'eau. Pourtant, le 28 janvier dernier, le responsable de l'eau m'appelait pour s'excuser platement car les chiffres qu'il nous avait communiqués et que nous contestions étaient effectivement faux. Ensuite, toujours dans la délibération présentée, la commission d'enquête demande à la commune et à la CAPB de justifier et d'affirmer les biens fondés de cette OAP Ouest. Lors du dernier copil PLUI, à ma question « Que dois-je faire ?», je n'ai eu comme réponse « Je sais ce qu'il faut faire, mais je ne vais pas vous le dire ». C'était du responsable de l'Urba. Cela a eu le don de faire rire l'Assemblée, pas moi. Au lieu d'argumenter pour défendre nos décisions, nous sommes maintenant devant ce dilemme. Voilà, Monsieur le Président, la situation, et je ne peux pas imaginer que vous ne soyez pas sensibilisés par cet amoncellement d'anomalies. Pour ma part, je vais donc déposer un recours auprès du tribunal administratif. Bon, mais ça ira au contentieux. Mais vous voyez, c'est une unanimité, il fallait bien qu'elle arrête quelque part. Et je comprends parfaitement ce que vous dites, chers collègues, et vous avez parfaitement le droit de l'exprimer. Alors, comme dans le détail, c'est notre vice-président Bruno Carrère qui a suivi ça, il va répondre à vos questions. Oui, donc c'est un sujet effectivement qu'on a abordé en comité de pilotage et qui a été aussi l'objet d'échanges lors de la dernière conférence intercommunale des maires. Donc peut-être un petit correctif immédiat si je ne me trompe pas. Le terrain actuellement, certes, il avait été classé constructible lors de la carte communale en 2012, mais qui a elle-même été annulée. Et donc à ce jour, il n'est pas constructible.
Tout à fait. sauf Il erreur de a ma part. été annulé et d'une erreur commise par l'État et non pas par la commune. La commune Mais j'ai pas dit ça. a effectivement gagné contre le pétitionnaire 500 € et l'État a perdu 500 €. Résultat des courses, les près de 20 000 € que nous avons investis pour modifier cette carte communale en 2012 ont été jetés à la Nive. Voilà. Bon. C'est le résultat Mais effectivement, d'un donc, Chilien qui passait dans le coin, qui a priori avait sa grand-mère de Saint-Martin-d'Arossa et qui souhaitait construire à la montagne, en dépit du bon sens. Mais là, sur ce projet-là, on est vraiment en dépit du bon sens. Et je ressens vraiment une injustice. oui, alors j'ai pas tout l'historique, hein, mais en fait, il n'est pas constructible à ce jour. Alors effectivement, il y avait enfin, il y a la volonté, il y a la vision communale qui a souhaité mettre ce terrain constructible qui a été suivi par l'agglo, puisque c'était le projet qui a été présenté à l'arrêt. Ensuite, ce qui s'est passé effectivement, c'est que sur intervention lors de l'enquête publique, la commission d'enquête a suivi alors, je sais pas, peut-être les pétitionnaires, mais enfin, en tout cas les personnes qui sont intervenues, et la réserve qui a été posée s'appuyait sur trois remarques. Effectivement, celle du pont, pour lequel il y a un avis technique qui est ou pas manquant. Enfin, ça, c'est un avis technique qui n'est pas encore tranché. Sur l'adduction d'eau potable, effectivement, où il y avait une erreur reconnue par les services de l'agglo. Et le troisième sujet qui est... L'éloignement. Comment ? L'éloignement. L'éloignement, voilà, le troisième sujet qui est l'éloignement, qui a été mis noir sur blanc par la... Ça, c'est un avis, sauf que l'avis de la commission d'enquête, c'est pas le même. Et nous, pour arriver à faire en sorte que ce projet de PLUI soit stable juridiquement, il faut absolument qu'on lève les réserves. Voilà, et donc, pour lever les réserves, c'était effectivement suivre la commission d'enquête sur la substitution de cette OAP par d'autres terrains qui sont moins, ce que tu dis, qui sont moins près d'être commercialisés, urbanisés, mais ce n'est pas ce qu'a retenu la commission d'enquête et afin encore une fois d'assurer la stabilité. On a suivi la commission d'enquête sur ce point-là. Docilement, effectivement, ça n'aurait pas été la première enquête publique pour laquelle l'organisme n'aurait pas suivi les recommandations du commissaire. Ou sur les réserves, je ne crois pas. Et effectivement, voilà. Une réserve attaquée fait tomber l'ensemble du PLUI, donc c'est un choix qui a été effectivement suivi. Quand elle n'est pas bien justifiée, mais là elle était vraiment justifiée, on a tout faux sur ce projet-là. Tous les réseaux ont été tirés petit à petit dans le temps, tout est équipé, on est en dépit du bon sens. Bon, on n'arrivera pas à... je vois que Xavier Lacoste demande la parole. Xavier Lacoste. Ça marche ? Oui. Je veux juste porter un témoignage. Bon, j'approuverai le PLUI Basse-Navarre parce qu'on a quand même travaillé pendant de longues années à 44 communes et ce n'était pas évident. Mais j'entends aujourd'hui la position de la commune de Saint-Martin-d'Arossa, voilà, qui a fait quand même du travail pour défendre les réserves qui ont été listées donc, au moment de l'enquête publique. Donc, nous, on a travaillé 5 ans sur un dossier. La commune d'Arossa a travaillé 5 ans sur ce dossier avec une présence, je pense, à toutes les réunions de comité de pilotage. Et aujourd'hui, on est en train de suivre les recommandations ou les réserves d'une commission d'enquête qui était bien en place, qui a travaillé aussi, mais qui est restée là 1 mois et qui n'a peut-être pas mesuré tous les éléments du dossier. Donc aujourd'hui, je pense que nous tous ici présents, on fait quand même de la politique et pas que de la technique. Donc quand j'entends qu'une mairie va porter recours au tribunal administratif et que nous, on valide par crainte d'avoir des représailles, qu'on valide les réserves d'une commission d'enquête, ça me travaille. Je pense que là, notre rôle de politique n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, moi, je vais
je vais suivre, on va dire, la grande majorité en votant le PLUI de Basse-Navarre parce qu'il y a des enjeux qui sont quand même conséquents, mais ne pas écouter une mairie. Moi, j'aurais pas aimé être à la place de la commune d'Arossa avec ma commune, et je pense que les 44 autres non plus n'auraient pas été seuls, aimé être seuls livrés à eux-mêmes. Voilà. Donc, on a travaillé à 44 et j'estime qu'à 44, il faut qu'on soutienne la commune de Saint-Martin-d'Arossa. Voilà, c'est que mon témoignage. Voilà, mais enfin, la sécurité juridique d'un document d'urbanisme qui engage 44 communes, c'est quand même assez important. Une réserve n'est pas une recommandation. Une réserve, si elle n'est pas suivie et si on n'a pas de réponse à faire sur une réserve, ça remet en cause la solidité juridique de l'intégralité du document. C'est toute la difficulté qu'il y a à faire de l'urbanisme. Pardon, mais redonnez le micro à... Écoutez, prenons le temps, puisqu'on a le temps. Écoutez, il ne sera pas dit qu'on n'a pas écouté. Monsieur le Président, redonnez le micro. J'entends la différenciation entre les réserves et les recommandations. Je l'entends très bien. Ce que j'entends moins, c'est que la commune de Saint-Martin-d'Arossa a donné des éléments de réponse à ces réserves. C'est ça que j'entends pas. Donc j'aimerais qu'on reconsidère ces éléments de réponse, tout simplement, de manière à ce que, si ces éléments de réponse tiennent la route, eh bien, qu'on prenne en compte ces éléments de réponse. Voilà ce que j'entends. Et donc ça, aujourd'hui, c'est purement technique. Ce travail-là, pour moi, n'a pas été fait. Donc c'est un manque. C'est un manque d'éléments de réponse à la commune de Saint-Martin-d'Arossa. C'est tout simplement pour ça que j'interviens. Parce que j'aurais pas aimé être à sa place livré à moi-même. Dans toute notre commune, nous avons des personnes pour lesquelles on aurait bien voulu donner une réponse positive. En tout cas, pour ce qui me concerne à Bayonne, j'aurais préféré bien des réponses positives et on ne peut pas être malheureusement au rendez-vous de toutes les demandes qui sont formulées. Maintenant, Bruno Carrère va répondre sur ce point précis. Oui, bon, enfin, on rentre dans les détails. Il y a ces trois éléments qui ont été présentés par la commission d'enquête. Donc, Béniat va réintervenir. Effectivement, il y a une réponse qui a été apportée très claire et qui aurait permis de lever partiellement la réserve, c'est sur le sujet de l'eau. Le sujet du pont, alors effectivement, il y a un diagnostic qui avait été fait en 2006, je crois, si je ne me trompe pas, qui dit que le pont est solide, sauf qu'il n'a pas été fait dans le cadre d'un projet d'élaboration d'une urbanisation après ce pont. Donc ça nécessiterait des études complémentaires qui n'ont pas été faites, qui sont en cours, mais qui n'ont pas conclu. Et par contre, le point le plus délicat à justifier, c'est la demande de la commission d'enquête de substituer cette OAP par d'autres terrains qui constituent une surface plus ou moins équivalente, qu'elle a jugé comme étant plus centraux, plus dents creuses. Voilà, donc comment et objectivement, quand on regarde sur une carte, il y a une proximité qui paraît plus accentuée sur ces terrains qu'elle préconise. Alors après, il y a tous les arguments que développe Béniat sur le fait que les terrains seraient tout de suite mis à la vente, permettraient tout de suite de dynamiser la commune dans le cas qui a été présenté à l'arrêt par la commune, à la différence des terrains en dents creuses qui seraient constitués plutôt comme de la réserve foncière par les... je ne veux pas... par les propriétaires, mais voilà, donc ça c'est des éléments qui ne sont pas pris en compte par la commission d'enquête. Bien. Oui, il demande la parole. Oui, mais oui, mais... Je vous promets d'arrêter. Mais non, effectivement, mais tu t'es vertueux à vouloir classer ce terrain loin du bourg, c'est totalement faux. Il est, par rapport à la zone, il est au nord-ouest de la zone, et ça clôture la zone, parce qu'après, ce sont des terrains AOC Iroulegui, donc effectivement, on n'y met pas les pieds. L'autre terrain en substitution, il est sur la partie sud-est, mais par rapport au centre du bourg, centre névralgique que j'ai nommé tout à l'heure, effectivement, celui que nous avions proposé à la constructibilité est à 300 mètres, l'autre il est à 1200 mètres. Si on doit mettre des mètres en face, voilà. Et je sens bien que vous êtes mal à l'aise
avec cette histoire. Je le sens bien. Mais oui, mais on est sans arrêt à devoir faire des arbitrages et vous voyez bien que c'est pas drôle. On aimerait être sympa avec tout le monde et on comprend très exactement ce que Beñat Arabic nous dit à l'instant et voilà, on respecte aussi cette position. Maintenant, on est obligé de prendre une décision globale. On a un seul PLUI pour 44 communes et là, il y a un problème dans une commune où la question se pose à propos d'une parcelle. On ne va pas tout remettre en cause pour une parcelle et c'est exactement la raison pour laquelle moi je propose qu'on adopte ce PLUI Sud Basse-Navarre tout en respectant les interventions des uns et des autres. Y a-t-il sur ce rapport des abstentions? Je commence par les abstentions. Alors, on note M. Lougaro qui s'abstient. Y a-t-il des votes contre? Il y a donc le vote de Beñat Arabit qui vient de s'exprimer. Y a-t-il d'autres votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Claude Olive, vous avez le rapport 37. Oui, mes chers collègues, vous êtes invités à réinstaurer le périmètre du droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones U et AU délimitées par le plan local d'urbanisme intercommunal sur les communes de Bidaraï, Saint-Étienne-de-Baïgoury, Saint-Michel, Saint-Jean-Pied-de-Port, tel qu'identifié sur le plan annexé au rapport, de déléguer son droit de préemption urbain à l'EPFL Pays Basque dans le périmètre de la zone AU du bourg, de la commune de Bidaraï, lieu dit Plaza, sur la parcelle cadastrée section D numéro 1016 en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement et de confortement du centre-bourg, instaurer un droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones U et AU délimitées dans le plan local d'urbanisme intercommunal sur les communes listées dans le rapport, supprimer le droit de préemption urbain précédemment instauré au titre de la carte communale de la commune Saint-Martin-d'Arossa sur la parcelle cadastrée AC numéro 64 et la parcelle n'étant pas située en zone urbaine, c'est-à-dire U ou AU ou à urbaniser, dans le plan local d'urbanisme intercommunal. Parfait. Ça, c'est toujours les délibérations que l'on adopte. Elles sont présentées par, évidemment, notre VP en charge du foncier, puisque une fois qu'on adopte un PLUI, il y a automatiquement le droit de préemption urbain qui est instauré sur la base, bien évidemment, des nouveaux zonages qui sont décidés par le PLUI en question. Donc, c'est la suite de la précédente délibération. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Bruno Carrère reprend la parole pour le rapport 38. Oui, 38 et 39 qui sont les deux des conséquences de l'approbation du PLUI Sud-Basse-Navarre. Donc le 38, donc le PLUI Sud-Basse-Navarre et plus précisément son règlement identifie une centaine d'édifices en tant qu'éléments bâtis remarquables à valoriser et préserver. L'instauration d'une demande de permis de démolir sur l'ensemble des bâtiments identifiés permettra d'assurer la protection ou la mise en valeur de ce patrimoine bâti identitaire, non compris dans la liste limitative des protections particulières prévues par le Code de l'urbanisme. Le Conseil communautaire est invité à instaurer le dépôt d'un permis de démolir pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisables les constructions identifiées au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme sur l'ensemble des 44 communes qui composent le territoire du PLUI Sud-Basse-Navarre. Très bien. On est ici à devoir adopter des dispositions qui ont un intérêt patrimonial, puisqu'il s'agit effectivement d'instaurer un permis de démolir dans un certain nombre d'hypothèses, donc dans le but de protéger un certain nombre d'éléments bâtimentaires qui présentent un intérêt patrimonial qui aura été évidemment parfaitement défini dans le cadre de ces PLUI dont on vient de parler. Alors, donc, sur ce rapport numéro 38, y a-t-il des abstentions ou votes contre? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Rapport 39, cette fois, c'est les clôtures et la procédure de déclaration préalable. Monsieur Carrère. La communauté d'agglomération a fait le choix de réglementer les clôtures dans le règlement du PLUI Sud-Basse-Navarre dans un but de préservation de la qualité du paysage urbain. Sachant que c'est un sujet sur lequel on a travaillé aussi de façon assez fine sur la partie paysage, puisqu'on a mené une étude spécifique. L'instauration de la déclaration préalable pour les clôtures permettra au maire de faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci
ne respecte pas les prescriptions du PLUI Sud-Basse-Navarre ou si la clôture est incompatible avec une servitude d'utilité publique. Le conseil communautaire est invité à soumettre les travaux d'édification de clôture à déclaration préalable sur l'ensemble des 44 communes qui composent le territoire du PLUI. Voilà, là aussi, c'est des choses assez importantes. C'est le patrimoine paysager dont il est question ici, et que nous avons la main sur le patrimoine paysager. Si on veut bien prendre des dispositions, on a fait faire des études, ce qui vient d'être indiqué, et là, on tire les conséquences de tout ça, et on soumet les clôtures à la procédure de déclaration préalable. On sait que les clôtures, c'est aussi extrêmement important dans le paysage urbain et paysager. Y a-t-il des abstentions au vote contre cette délibération concernant le rapport 39? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Rapport 40, toujours Bruno Carrère. Et on est là sur l'arrêt. Alors vous expliquerez sans doute pourquoi on est sur le deuxième arrêt du projet de PLUI, cette fois d'Amicoussé, après Sud-Basse-Navarre. Effectivement, Président, le premier arrêt a été prononcé ici même le 27 septembre 2025 sur le PLUI Amicoussé. Donc le dossier qui a été arrêté a été transmis aux personnes publiques associées et donc aux communes qui constituent ce territoire. Donc ces communes qui ont eu 3 mois pour faire valoir leur avis sur le projet. Donc 24 communes ont émis un avis favorable, dont 3 avec des observations et 5 communes. Donc là il y a un correctif puisque le rapport indique qu'il n'y a que 4 communes qui ont donné un avis défavorable. Donc en fait il y a 5 communes qui ont émis un avis défavorable, soit Arberat-Sileg, Arancou, Arruit-Rod-Solaibi, Arod-Charit et Méharin. Donc ça fait beaucoup de noms, mais ça fait 5 communes. Les élus du comité de pilotage du PLUI Amicoussé ont exprimé à une forte majorité la volonté de ne pas modifier le projet et que les remarques émises par les conseils municipaux dans leurs avis soient analysées de la même manière que les avis des personnes publiques associées et consultées lors de la phase d'enquête publique à venir prochainement. Donc le conseil communautaire est invité à arrêter de nouveau le projet de PLUI Amicoussé sans modification par rapport au projet arrêté par la délibération du 27 septembre 2025. Merci. Sur cet arrêt du PLUI d'Amicoussé, y a-t-il des... Oui, il y a des questions. Donc, question de Chauver-Bachot. Oui, Egunon Denedi. Donc, pas de prolonger trop longtemps les débats, mais je pense que ces points-là sont quand même très importants pour le développement de nos villages. Et donc, je voudrais, bon, en gros, je ne vais pas tout lire, mais lire une bonne partie de la délibération qu'a prise notre commune par rapport à ce PLUI. Tout au long de ces 4 années, la commune d'Arverat-Sileg est intervenue à maintes reprises pour faire part de ses observations au comité de pilotage. Si certaines observations ont été prises en compte, nous tenons à réaffirmer un certain nombre de nos positions. Si nous sommes d'accord avec les objectifs généraux de sobriété foncière que notre commune met en œuvre d'ailleurs depuis de nombreuses années, nous regrettons que le futur zonage ne respecte pas les bons équilibres qu'il nous faut trouver pour que nos villages à l'avenir continuent à bénéficier de droits à construire, accueillir de nouveaux habitants dans leur diversité de situations sociales, maintenir nos écoles, proposer les services nécessaires. Dans ce cadre, compte tenu des surfaces déjà consommées depuis 2021 en Amicoussé, nous n'y sommes pas pour grand-chose, les surfaces à consommer d'ici 2031 concernent essentiellement les centres-bourgs. La règle dite des 5 maisons distantes de moins de 50 mètres, nécessaires pour que la zone soit classée en nu, empêche plusieurs secteurs de notre commune de bénéficier de ce classement. Donc nous avons proposé que ces secteurs soient reclassés en nu. D'autre part, les orientations d'aménagement et de développement durable ne nous semblent pas respecter l'équilibre entre maisons individuelles et habitats groupés, même si nous sommes conscients de la nécessité de diminuer les surfaces artificialisées. Pour nous, l'équilibre à trouver doit aller dans le sens des décisions prises par notre commune depuis les années 2010, qui se sont traduites par une offre publique de lotissement
et une offre privée diversifiée sur le territoire communal. Lors des débats, il est également ressorti la faiblesse de ce document de planification concernant l'enjeu climatique. Contrairement aux prescriptions du plan d'action du PCAET, qui demande d'intégrer dans les PLUI des objectifs climat, air, énergie et de les décliner de manière opérationnelle dans les règles d'urbanisme, seul l'enjeu de sobriété foncière fait l'objet d'objectifs précis déclinés dans les règlements. Les enjeux de réduction de gaz à effet de serre, d'économie d'énergie et de production d'énergie renouvelable ne font l'objet d'aucun objectif et en conséquence, les règles inhérentes demandent à être sérieusement consolidées car en l'état, elles ne répondent pas suffisamment et précisément, d'après nous, à ces enjeux. Par ailleurs, comme également constaté pour les documents de planification par le CEREMA dans son diagnostic de vulnérabilité de l'agglomération, face au climat de demain, notre PLUI demande également à être sérieusement consolidé dans sa partie adaptation de notre territoire. En l'état, les réponses aux conséquences du futur climat, sécheresse, vagues de chaleur, pics de chaleur, événements climatiques intenses sur l'accès à l'eau, sur les bâtiments, sur aussi l'évolution de l'agriculture qui sera indispensable demain, sur lequel on ne dit rien, et l'alimentation, élevage, production végétale, sur nos forêts, sur la biodiversité, sont insuffisantes à notre goût et traitées de manière trop générale. Nous voudrions évoquer un dernier point. Quand nous soulignons le manque d'ambition de ce projet pour le développement de nos villages, on nous rétorque souvent qu'il faudra réhabiliter les maisons existantes. Nous sommes complètement d'accord avec cet objectif. Après un travail important avec l'Office 64 sur la création de logements sociaux, nous sommes à l'œuvre pour réhabiliter le bâtiment des arcades acquis par le PFL pour le compte de la commune, en tiers-lieu et logement avec Solia Pays Basque. Nous tenons à souligner la nécessité primordiale d'une politique publique globale qui apporte les moyens financiers importants si nous voulons aider nos jeunes à entreprendre ces réhabilitations. Dans ce contexte, le maire observe que des évolutions ne remettant pas en cause le projet pourraient être étudiées et prises en compte dans un souci d'amélioration du projet avant son approbation. Dans ce cadre, donc, le conseil municipal a émis majoritairement un avis défavorable donc, à ce projet. Et lors du comité de pilotage, notre commune est intervenue pour qu'effectivement on réétudie ces éléments, puisque nos propositions étaient vraiment des propositions d'amélioration de ce texte. Le comité de pilotage, dans sa très grande majorité, a refusé de nous entendre. Donc, nous ne pouvons être d'accord avec cette procédure. Nous pensons que quand même, bien qu'on nous dise que les communes seront entendues demain dans le cadre de l'enquête publique, je pense que les communes, quelles qu'elles soient, méritent aussi d'être entendues peut-être avant ce stade. Ensuite, dernier élément qui ne nous a pas du tout plu, le SCOT, dans son bureau de février, donc sans rien nous demander, donc nous pose un certain nombre de questions sur la situation d'Arberat-Sileg, et en particulier sur le fait qu'ils s'interrogent, le SCOT, depuis leur bureau, j'imagine, parce qu'ils ne nous ont jamais demandé notre avis, sur le fait que Arberat-Sileg puisse faire partie de la polarité autour de Saint-Palais. Or, dans le cadre du PLH, Roland Irigoyen peut en témoigner, nous sommes bien dans la polarité. Tout ce que nous avons construit au titre public jusqu'à présent, donc c'est 100% logements sociaux. Nous avons été à l'initiative avec 3 autres communes, dont du plan vélo, du schéma directeur des mobilités douces autour de Saint-Palais. Bon, a priori, il y a des gens qui ne sont pas au courant, mais ce qui ne nous a pas du tout plu, c'est que quand même, par courrier, le SCOT nous demande donc un certain nombre d'éclaircissements. Ils auraient pu nous les demander avant. Donc ça, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion de s'en expliquer avec eux. Bon, voilà. Donc, en tout cas, la commune d'Arberat-Sileg, comme d'habitude, bon, effectivement, est dans le cadre de propositions. Nous avons regretté que ces propositions ne soient pas prises en compte. Et donc, c'est pour ça que nous voterons aujourd'hui contre ce deuxième arrêt. Ilesker Denedi. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Parce que
les avis défavorables concernent effectivement la commune d'Arberat-Sileg et Chauver-Bachot vient d'en parler. Il y a aussi la commune d'Arancou, la commune d'Arou-Iterotz-Olaïbi, et puis Arot, Charit et Méharin. Enfin, 5 communes, et pas seulement la commune de Arberat qui vient de s'exprimer par la voix de son maire. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je vais donc demander à Bruno Carrère de répondre aux arguments de Chauver-Bachot. Peut-être Eric voudra compléter, mais effectivement, Chauver s'était exprimé de façon aussi très claire lors du dernier comité de pilotage dans ces termes. Voilà, il y a quelques éléments. Alors donc, d'abord sur la partie regroupement de l'habitat à partir de 5 maisons pour considérer que ces éléments sont constructifs. Donc, c'est une demande qui est faite par la commune, mais évidemment, nous, on est dans le cadre à la fois de l'urbanisme et de l'équité entre toutes les communes. Si on peut éventuellement faire une exception, et il faudrait que ça ne reste pas justement une exception, que ce soit généralisé. Et de ce fait-là, on remettrait en cause totalement l'équilibre des documents d'urbanisme, enfin, en particulier celui du PLUI à Micoussé dont on parle. Après, il y a le sujet des aspects environnementaux qui ne sont pas suffisamment pris en compte. Voilà, donc peut-être, mais enfin, en tout cas, il y a quand même eu des études environnementales sérieuses et poussées qui ont été produites avec, ce que j'entends plutôt, c'est souvent les avis inverses en disant qu'on va trop loin dans les exigences environnementales. Bon, en tout cas, on essaie de faire au mieux entre les ambitions de chacun et le respect de la loi. Et le dernier sujet, effectivement, c'est la prise en compte des points d'amélioration. Comme ça a été précisé, ils seront vus dans la phase précédente, la phase d'enquête publique, pour être pris en compte, tel exprimé par le conseil municipal d'Arberat. Si Eric, tu as des... Merci à Bruno Carrère pour ses réponses. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur ce dossier qui est malgré tout important et qui concerne le deuxième arrêt? Encore une fois, on aura bien compris que s'il y a un deuxième arrêt, c'est qu'il s'est agi, c'est rare qu'il faille arrêter une deuxième fois, mais c'est au regard de l'importance. Et si on doit arrêter une deuxième fois un PLUI, c'est que tout simplement il y a eu un certain nombre d'observations qui ont été faites, et en particulier des recommandations et souvent aussi des réserves. Et c'est d'ailleurs la levée de ces réserves et recommandations qui ont rendu nécessaire ce deuxième arrêt. Ça veut donc dire que ce n'est pas si simple que ça. Eric Narbaitz, qui est donc le référent de ce pôle, qui a demandé la parole. Oui, merci Président. Moi, je vais faire une intervention très courte. Tout a été dit par Bruno Carrère. Il a participé d'ailleurs au comité de pilotage du 3 février dernier, où les élus du COPIL PLUI à Micoussé donc, ont débattu une nouvelle fois un petit peu de la trajectoire à prendre par rapport à ce PLUI. Donc, bon, sans faire l'historique depuis le début, donc effectivement, ça fait plus de 4 ans qu'on travaille sur ce document PLUI à Micoussé. On part de loin puisqu'il y a quasiment un tiers des communes qui étaient au RNU encore avant l'élaboration et la réflexion sur ce document. Donc on a réussi à construire quand même une réflexion un peu globale sur l'ensemble du territoire par rapport à ce PLUI. Suite au premier arrêt, donc effectivement, il y a quelques communes qui se sont positionnées défavorablement et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on en reparle aujourd'hui. Par contre, le 3 février dernier, donc, a été clairement évoqué le fait de reprendre ce document ou le fait de le représenter en l'état. Et à une très très grande majorité, donc, il a été décidé de représenter le document en l'état. C'est pour ça qu'il arrive comme ça aujourd'hui ici devant cette assemblée. Donc c'est le souhait d'une très large majorité des élus de ce PLUI. Et ensuite, dans le cadre de l'enquête publique, bien entendu, ce qui a été dit, c'est qu'il pouvait y avoir des remarques qui soient faites ou des corrections qui puissent être apportées. Donc c'est le sens un petit peu de la décision qui a été prise le 3 février à une très large majorité par les élus de ce COPIL. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. C'est important ce que vient de dire notre collègue Eric Narbaitz. Il y a 29 communes qui sont concernées. 28 ? Bon, 28 communes, je croyais que c'était 29, mais 28 communes qui sont concernées par ce PLUI.
Il vient de dire à l'instant que sur ces 28 communes, c'est le tiers qui n'avait aucun document de planification, même pas une carte communale, donc qui était soumis au règlement national d'urbanisme. Ça veut donc dire que c'était l'État qui, évidemment, décidait. Vous voyez un petit peu le parcours qui a été effectué pour arriver effectivement de cette situation à aujourd'hui, avec un règlement évidemment qui ne satisfait pas tout le monde. Et je viens de dire qu'il y avait 5 communes, et pas seulement celle d'Arberat, et Chauver-Bachot a donné des explications pour Arberat. Il faut quand même dire ici que on a constaté, parce que ceci m'a été indiqué par les chiffres qui m'ont été donnés, avec une consommation foncière particulièrement importante, voire très importante, dans le secteur d'Amicoussé. Alors, ça ne veut pas dire dans tout Amicoussé, mais dans le secteur d'Amicoussé, très grosse dynamique sur Saint-Palais en particulier au cours du mandat. Beaucoup de pavillonnaires, donc beaucoup de lotissements, à un moment où, quand on va arriver au zéro artificialisation nette, on peut dire ce qu'on veut du ZAN, mais en fait, quand on va arriver au zéro artificialisation nette, ce n'est pas avec des lotissements qu'on y parvient. Je ne suis pas en train de faire des leçons, je suis juste en train de dire qu'on est quand même devant une difficulté d'exercice particulière. Et c'est vrai que, s'agissant en particulier d'Amicoussé, on était confronté à cette difficulté. Alors, quand on dit qu'il y avait des parties où on aurait bien voulu pouvoir encore étendre l'urbanisation et qu'on a fixé la règle de 50 mètres et de 5 maisons, c'est-à-dire le concept de hameau, et en se disant que s'il n'y avait pas déjà un hameau, c'est-à-dire un ensemble de maisons situées avec des distances entre ces maisons qui soient au minimum, qui soient au moins au minimum de 50 mètres, ça veut donc dire que bien sûr on a été amené, enfin vous avez été amené, parce que c'est pas, moi j'ai pas mis la main directement dans cette affaire, mais vous avez été amené, et le SCOT a joué son rôle aussi que de tirer la sonnette d'alarme, et je rends hommage d'ailleurs à celui qui a beaucoup travaillé sur ce SCOT, et qui est Marco Bérard. Et donc, effectivement, on se retrouve dans cette situation. Et quand vous dites, et ça c'est Chauver-Bachot qui le dit, la sobriété foncière a prévalu alors que les autres objectifs du PCAET eh bien, étaient tout aussi importants, oui, bien sûr, mais enfin, le zéro artificialisation nette a un rapport direct avec aussi tous les autres objectifs du plan climat, air, énergie, territoire. C'est Martine Bizotta qui serait mieux qualifiée que moi pour le dire. Bon, donc on se retrouve quand même sur un territoire dynamique sur le plan de l'aménagement urbain, et tant mieux. Et tant mieux, bien évidemment, puisqu'il s'agit aussi, et ça a été dit par Chauver-Bachot, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, on est aussi, nous, à vouloir faire en sorte que les territoires intérieurs ne puissent pas constater les fermetures de classes, et d'ailleurs les fermetures de classes, c'est une véritable déshérence. Donc, on est dans l'application de cette loi climat-résilience, qui, à mon avis, est une bonne loi, mais avec malgré tout des effets mécaniques qui sont parfois assez inquiétants. Donc on n'est pas en train d'ignorer ça. On ne peut pas dire qu'on l'ignore, parce que voilà, on essaie de faire avec. Et si dans le comité de pilotage, vous avez quand même une très grosse majorité, Eric Narbaï qui vient de le dire, qui s'est quand même dégagé, ça veut dire malgré tout que sur les 28 communes concernées, dont un tiers était encore soumis au RNU, les choses ont beaucoup avancé. Alors, ainsi va la question de l'aménagement urbain. C'est pas simple. Et moi, je remercie tous ceux qui y travaillent, les élus, parce que vous devez être confrontés, évidemment, aux propriétaires fonciers, qui sont des gens qu'on connaît bien, évidemment. Et avec aussi ces projets d'aménagement qu'on voudrait pouvoir faire
développer, mais les choses ne sont pas simples. On va dans un monde nouveau qui est celui de la restriction et de la sobriété foncière. Oui, il y a André Laralde qui demande la parole. Bonjour, donc c'est simplement pour apporter une observation quant à le dernier point que M. Vachot a soulevé par rapport à l'action du SCOT. Le bureau, ce ne sont pas que des techniciens, ce sont des élus. Donc nous y siégeons et donc il y a un vice-président de chaque qui représente chaque PLUI qui est vice-président au niveau du SCOT. Donc c'est M. Mallarin pour la partie Amicoussé. Et donc on sait très bien où est Arberatz aussi. Il a fait l'étude du PLUI d'Amicoussé a fait l'objet de 2 travaux sur 2 bureaux bien différents puisqu'il était assez complexe et pour qu'on puisse bien l'étudier. Après, sur certains éléments techniques, il faut se rapprocher forcément des services techniques qui vont apporter des réponses bien claires et pour bien expliciter aussi les questions qui ont été posées à la commune. Mais il est bien évident que quand on étudie ces différents PLUI, on a étudié aussi celui Basse-Navarre et bien d'autres aussi à chaque fois, on prend le temps de le faire, on le fait très régulièrement, nous y sommes régulièrement. Il y a aussi des objectifs du SCOT qu'il faut respecter aussi, qui sont soumis à ceux du SRADET et à la loi aussi. Donc il faut que l'ensemble de ces documents-là soient en cohérence. Il est important aussi de se dire que les PLUI tels qu'ils sont faits actuellement, et je parle en connaissance de cause aussi avec celui du sud de Basse-Navarre aussi, ce sont déjà des premiers documents qui sortent, qui sont peut-être loin d'être parfaits, mais qui ont le mérite d'exister et qui malgré tout permettront à certaines communes, comme vous le soulignez auparavant, qui sont en RNU ou en carte communale aussi, de pouvoir disposer d'un document qui a permis de faire une synthèse sur une zone beaucoup plus globale qu'au regard d'une seule commune. Et c'est ça aussi l'avantage. Et ce travail-là, il a été mené de façon ardente et importante au Sud-Basse-Navarre, mais aussi en Amicoussé aussi. Il y a des efforts à faire, il y a des choses à respecter. Mais par rapport au SCOT, Sauveur, je peux me permettre de te dire que nous avons bien étudié la chose aussi et que sur certains points techniques, il ne faut pas se fâcher tout de suite. Il faut aller voir les techniciens aussi pour qu'ils puissent t'expliciter dans quel sens ils ont posé ces questions-là. Et crois-moi qu'on sait bien où est Arberatz et l'effort que fait Arberatz aussi pour l'ensemble des points que tu as pu soulever. Mais en tout cas, ce n'est pas hors sol. Et en particulier, le nombre de logements sociaux à Arberatz qui n'est pas soumis à la loi SRU, loin s'en faut, et qui a un taux de logements sociaux que bien des communes qui ont plus de 3500 habitants lui ont viré. Ceci ne nous échappe pas, Chauveur. Il n'en reste pas moins vrai que cet exercice-là, André Laralde a raison de le dire, c'est une petite révolution copernicienne que nous sommes en train de vivre en matière d'aménagement et même dans la capacité que nous avons à concevoir l'aménagement urbain au-delà de nos communes, au-delà de nos groupements de communes et au-delà des anciennes limites de nos intercommunalités. Et ça, c'est une force. À mon avis, l'avenir du Pays Basque tient dans cette capacité-là de concevoir les choses au-delà de nos limites cadastrales. Mais toutes les positions, évidemment, sont respectables. Et c'est pour ça qu'il fallait les entendre. Alors là, on va être obligé de mettre aux voix cette délibération numéro 40 sur l'arrêt numéro 2. Vous voulez pas ajouter quelque chose ? Bon. Et donc, on va tenter un vote à main levée, et si on sent que c'est compliqué, on va faire un vote électronique. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Vous gardez votre main levée pour que ceci puisse être noté. Il y en a 2, madame. Donc, ceci a été noté. On vous... tu as absent. Hein? La procuration de Borde. Donc, abstention ou vote contre ? Vote contre de... Alors, c'est à Rancou, une des communes qui a voté contre
dans son conseil municipal. Et donc, on note le vote contre de Alexandre Bordes qui t'a donné son pouvoir. C'est parfaitement clair. Y a-t-il d'autres votes contre? Il n'y en a pas. Et donc, la délibération est ainsi adoptée. Bruno Carrère poursuit avec le rapport 41. 41, je vous invite avec plaisir à parler d'Ustaritz, puisque ce rapport concerne une approbation d'une modification simplifiée qui a été engagée le 15 septembre par cette même Assemblée. Donc la mise à disposition du projet s'est déroulée du 15 décembre 2025 au 16 janvier 2026 inclus. Aucune contribution n'a été relevée. Le Conseil communautaire est invité à tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant un mois du dossier de modification simplifiée numéro 1 et d'approuver la modification numéro 1 du PLU de la commune d'Ustaritz. Merci. Pas d'abstention, pas de vote contre. Adopté. Bruno Carrère, 42. 42, donc là, il s'agit de la prescription. Ne partez pas trop vite. Permettez-nous d'avoir le quorum. On l'a encore, mais soyez patients. 42. 42, donc il s'agit de la prescription de la révision allégée numéro 1 du PLU de la commune de Saint-Pé-sur-Nivelle, puisqu'il s'agit de modifier le schéma la zone d'accueil des gens du voyage pour être en conformité avec le schéma départemental des gens du voyage, donc cher à Roland Irigoyen, qui permettra de passer cette zone à 100 emplacements. Donc l'objectif poursuivi par la révision allégée numéro 1 du PLU de la commune de Saint-Pé-sur-Nivelle est de classer les parcelles situées route d'Arbonne en zone naturelle NV, donc c'est des terrains qui sont dédiés à l'aire de grand passage des gens du voyage. Le conseil communautaire est invité à prescrire la révision allégée numéro 1 du PLU de la commune de Saint-Pé-sur-Nivelle, d'approuver l'objectif de la révision allégée, d'arrêter les modalités de collaboration, de tirer les modalités de concertation avec les habitants, associations locales et autres personnes concernées, et ouvrir la concertation pendant toute la durée de l'élaboration du projet. Merci. Je dis au passage que Saint-Pé-sur-Nivelle est l'une des communes qui fait le plus gros effort pour l'accueil des gens de voyage. Les communes ne se disputent pas pour proposer des aires de grand passage. Et donc, quand c'est le cas, on le souligne. Y a-t-il sur ce rapport des abstentions ou votes contre? Il n'y en a pas, la délibération est adoptée. Bruno Carrère, encore 43. 43, donc il s'agit de la commune d'Arcangue, pour laquelle la procédure de modification simplifiée numéro 2 du PLU de la commune a été engagée le 19 décembre 2025. Par décision du 10 février 2026, l'autorité environnementale a rendu un avis conforme, concluant sur l'absence de nécessité de soumettre à évaluation environnementale le projet. Le conseil communautaire est invité à confirmer la décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de modification simplifiée numéro 2 du PLU de la commune d'Arcangue. Eh bien, c'est toujours plus simple de ne pas être soumis à cette formalité. Y a-t-il des abstentions ou votes contre? Il n'y en a pas. Délibération adoptée. Claude Olive, encore 44. Vous êtes invité à instaurer un droit de préemption urbain renforcé sur des parcelles situées dans le cœur de bourg de la commune d'Arbonne, tel qu'identifié sur le plan annexé. Merci. Pas d'abstention, pas de vote contre. Délibération adoptée. Bruno Carrère poursuit. Décidément, beaucoup de décisions en matière de planification. Rapport 45, ça concerne Bidaraï. Ça concerne Bidaraï et les périmètres délimités des abords qui sont des procédures qui ont été conjointes avec l'élaboration du PLUI Sud-Basse-Navarre. Et donc le rapport 45 à 49 concerne ce même sujet sur des communes différentes. Donc le 49, le conseil communautaire est invité à donner son accord sur le périmètre délimité des abords de l'église Notre-Dame de l'Assomption et du pont Noblia situé à Bidaraï. Voilà. Lieu bien connu. Y a-t-il des abstentions ou votes contre? Il n'y en a pas. Adopté. Bruno Carrère, on est sur la même procédure pour le rapport 46. Ça concerne cette fois Irisari. Et un autre lieu bien connu, puisque le conseil communautaire est invité à donner son accord sur le projet de périmètre délimité des abords de la commanderie dite Maison Hospitalia et de la Croix de Carrefour située sur la commune d'Irisari. Voilà, un bijou du patrimoine local. Pas d'abstention. Pas de vote contre. Délibération adoptée. Bruno Carrère encore, rapport 47. On est sur OCES. OCES. Et donc le conseil communautaire est invité à donner son accord sur le projet de périmètre délimité des abords
de l'église Saint-Julien d'Antioche à Ossès. Très intéressant aussi. Pas d'abstention, pas de vote contre. Adopté. Bruno Coirère, encore 48. Et nous voilà à Saint-Étienne de Baïgorry. Donc, le Conseil communautaire est invité à donner son accord sur le projet de périmètre délimité des abords de l'église Saint-Étienne et du château d'Etchauz de la commune de Saint-Étienne de Baïgorry. Évidemment, Etchauz est concerné par cette protection patrimoniale. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. Délibération adoptée. Le rapport 49 avec Bruno Carrère encore et qui concerne cette fois UR6. Voilà, donc le pendant sur UR6, puisque le Conseil communautaire est invité à donner son accord sur le périmètre délimité des abords de l'église Notre-Dame de l'Assomption, située commune d'UR6. Merci. Il n'y a pas d'abstention ou de vote contre, c'est donc adopté. Rapport 50, Claude Olive. Mes chers collègues, dans le cadre du projet de renouvellement urbain du secteur de l'Encan à Cibourg, la communauté d'agglomération a conclu en 2024 un marché de prestations intellectuelles ayant pour objet la réalisation d'une étude de programmation urbaine. Le projet d'avenant porte sur un ajustement des montants tels que présentés dans le rapport et sur la prolongation de la durée du marché. Vous êtes donc invité à approuver les termes de l'avenant numéro 1 et d'autoriser le président ou son représentant à la signer. Il sera dit que c'est Claude Olive qui aura clôturé cette dernière séance. On peut l'applaudir parce qu'il est resté jusqu'au bout. Bon. Écoutez, pas d'abstention, vote contre, la délibération est donc adoptée. Vous devez savoir que dès l'instant où c'est notre dernière séance, et vous pouvez dire le plaisir que j'ai à clôturer cette dernière séance, les élus peuvent remettre les tablettes dans le hall parce que ces tablettes ne nous appartiennent pas. Et donc, elles doivent être rendues dans le hall. Maintenant, vous avez le temps, parce que les agents restent pendant tout le moment du buffet. Et donc, vous avez le temps pour restituer ces tablettes. Encore un grand merci. On va se retrouver autour d'un verre. Donc, on a la possibilité encore d'échanger. Merci encore et très bon fin de journée. Merci. Bon. C'est pas trop mal.